Cette histoire de race et d'intelligence ne s'éclipsera pas. C'est le dernier tabou de la science. Chaque décennie ramène ce sujet toxique et affreux qui est rapidement balayé sous le tapis. Ce serait facile de fermer les yeux en prétextant que ce ne sont que des élucubrations, sauf que certaines de ces recherches ont été menées par des scientifiques brillants. Des hommes comme Lewis Terman, le grand psychologue américain, qui a inventé en 1916 le terme quotient intellectuel, ou QI. Mais il a réclamé par la suite la ségrégation des écoliers issus des minorités raciales. Il a dit « Leur lourdeur d'esprit semble d'origine raciale ». William Shockley a gagné le prix Nobel de physique en 1956. Mais dans les années 1970, il plaidait en faveur de la stérilisation des femmes noires au faible QI pour le bien public. Well, the most prominent sign that I saw tonight in the audience was that Dr. Shockley is a racist. How do you answer that? If you look up what racist means in the dictionary, it's coupled with irrational emotional feelings, fear and hate. The type of thing that I'm proposing in regard to studies deserves another name than racism, raceology, the science of racial differences. L'infamie du raciste a pris le pas sur la gloire du scientifique. Puis, en 1994, deux intellectuels américains respectés ont publié le livre The Bell Curve, où ils présentent des données qui suggèrent un lien entre la race et le QI. Une vive controverse a éclaté. There is a difference in test scores between ethnic groups. That's not within dispute. Plus récemment, un autre lauréat du prix Nobel, James Watson, a relancé la controverse. James Watson est un scientifique de premier plan. Son rôle dans le déchiffrement de la structure de l'ADN lui a valu un prix Nobel particulièrement important. Mais en octobre 2007, lors d'une entrevue, il a fait des remarques qu'il a qualifiées d'impromptues. Il a dit qu'il envisageait un avenir sombre pour l'Afrique. Parce que toutes nos politiques sociales sont basées sur le fait que leur intelligence est la même que la nôtre, alors que tous les tests disent le contraire. Il a ajouté qu'il souhaitait que nous soyons tous égaux, mais que ceux qui ont à traiter avec des employés noirs s'aperçoivent que ce n'est pas vrai. Les réflexions de Watson ont fait la une des journaux. Les réactions ont été virulentes et le scientifique a présenté des excuses dans un communiqué. À chaque occasion, la controverse était au rendez-vous. À chaque occasion, le sujet aurait pu être débattu, mais la question n'a pas été résolue. La vérité sur la race et le QI reste nébuleuse. S'il y a des vérités dérangeantes, regardons-les en face. S'il s'agit de mythes ou de racisme pur, remettons-les en cause. Je souhaitais d'abord discuter avec le scientifique qui a provoqué la dernière controverse. J'ai eu un long entretien avec James Watson, au cours duquel il a accepté de me donner une entrevue franche sur ses remarques tristement célèbres pour remettre les pendules à l'heure. Cependant, ce sujet est devenu si dangereux et controversé que même l'un des scientifiques les plus célèbres du monde a finalement reculé après avoir consulté ses conseillers et ses mécènes. James Watson a expliqué qu'il n'était pas un spécialiste du QI et qu'il avait fait ses remarques après avoir lu un livre de Richard Lynn, un professeur émérite de l'université de l'Ulster. Je m'apprête à rencontrer Richard Lynn, un personnage très controversé au cœur du débat sur la race et le QI. Ce scientifique est-il assez brave pour dire les choses que personne n'ose dire, ou dépasse-t-il simplement les bornes? En relisant mes notes à son sujet, je ne peux qu'être choqué. Par exemple,
Quand on lui a demandé quel était le plus grave problème des sociétés occidentales, il a répondu « Le problème le plus important est l'accroissement de l'immigration de gens au faible QI en provenance du tiers-monde vers les États-Unis, le Canada et l'Europe. Je vais lui demander s'il le pense sincèrement et pour quelle raison. » Richard Lynn dit qu'il a recueilli des données qui révéleraient un palmarès mondial de l'intelligence selon les races. Décrivez-moi ce palmarès de l'intelligence. Au sommet, il y a les Asiatiques du Nord-Est, qui ont un QI de 105. Les Européens du Nord et du Centre ont un QI de 100, comme les Britanniques. De l'autre côté de l'Atlantique, les Amérindiens ont un QI de 87. Ensuite, on descend vers l'Équateur et l'Afrique subsaharienne. Des deux côtés de l'Équateur, les gens ont un QI d'environ 70. Ensuite, il y a les aborigènes australiens qui ont le QI le plus bas, autour de 65. Selon vos constatations, quels sont les facteurs qui influent sur l'intelligence selon les races dans ce palmarès? Lorsque des immigrants arrivent de l'Afrique subsaharienne pour vivre dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, au fil des générations, leur QI augmente en raison de l'environnement, car leur éducation et leur nutrition s'améliorent. Mais leur QI ne rejoint pas celui des Européens. Est-ce que ce serait dû à un facteur génétique immuable? Oui. Donc, essentiellement, nous sommes tous assignés à une position du palmarès selon notre race. C'est ça. Comment est-ce prouvé par la science? Il s'agit d'une inférence à partir de données. Il y a environ 40 pays en Afrique subsaharienne. Je n'ai pas les QI pour chacun d'entre eux, mais je les ai pour une trentaine de pays. Il m'en manque une dizaine. En science, on procède souvent en élaborant une théorie et en tentant de la réfuter ensuite. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'avenir de l'Afrique, qui, selon Jim Watson, serait sombre? Et je cite, « Puisque toutes nos politiques sociales sont basées sur le fait que leur intelligence est la même que la nôtre, alors que tous les tests disent le contraire. » Il a raison, bien entendu. Après avoir entendu la position de Richard Lynn, je me demande comment je me sens. Il a dit des choses que je trouve choquantes, difficilement crédibles même. Mais j'ai déjà entendu des chefs de milice, des dictateurs et des criminels de guerre dire des choses beaucoup plus scandaleuses et innommables. Toutefois, je les ai écoutés et j'ai voulu comprendre leurs raisons. Mais la situation est très différente. Quand Richard Lynn et d'autres scientifiques discutent de ce sujet, ils parlent de moi, de mes enfants qui sont métissés, de ma famille, de mes parents. Ils parlent de la société dans laquelle je vis. Et ça fait une grande différence. Cependant, je dois l'écouter et je dois demander aux individus comme lui pourquoi ils croient ce qu'ils disent. Non pas en tant que Ragé Omar, l'homme noir, mais en tant que Ragé Omar, le journaliste. Mais j'avoue que ce n'est pas facile. Aussi perturbantes que soient les déclarations de Richard Lynn, je veux connaître la vérité et vérifier si les preuves scientifiques tiennent la route, même si pour cela, je dois m'infiltrer en territoire ennemi, en quelque sorte. So I'm making this video for all of those people who keep telling me that IQ doesn't mean anything, okay? Now clearly you don't know anything about the study of psychology or IQ, because if you did, you would know that IQ is actually one of the most important
factors that determines the outcomes of people's lives. So this man called Jordan D. Peterson is a psychology professor at the University of Toronto and a clinical psychologist. Just in case you're not aware, like, the scene for leftism and all of this kind of degeneracy is very big in Toronto. So I was actually really surprised to see this as a guy who has actually managed to maintain a professorship at University of Toronto. Now I'm just going to skip over all the stuff he writes about EQ. I'll link this in the description below if you want to read about the EQ. But we're just going to talk about IQ here. So he writes, IQ is a different story. It is the most well-validated concept in the social sciences, bar none. It is an excellent predictor of academic performance, creativity, ability to abstract, processing speed, learning ability, and general life success. There are other traits that are important to general success, including conscientiousness, which is an excellent predictor of grades, managerial and administrative ability, and life outcomes on the more conservative side. IQ is 5 or more times as powerful a predictor as even good personality trait predictors such as conscientiousness. The true relationship between grades, for example, and IQ might be as high as 0.50 or even 0.60, accounting for 25 to 36% of the variance in grades. Conscientiousness, however, probably tops out at around 0.30 and is more typically reported as 0.25, say 5 to 9% of the variance in grades. There is nothing that will provide you with a bigger advantage in life than a high IQ. Nothing. To repeat it, nothing. In fact, if you could choose to be born at the 95th percentile for wealth or the 95th percentile for IQ, you would be more successful at age 40 as a consequence of the latter choice. And here at the end he concludes by saying, there is no such thing as EQ or grit or self-esteem. The only thing that scientists can measure that has a very high predictive ability of your life outcomes is actually IQ, followed by conscientiousness. But IQ is 5 times or more predictive of your success. Thanks for watching. Bye bye. Jusqu'à maintenant, je me suis attardé aux problèmes liés à la mesure de l'intelligence par le QI et aux facteurs qui peuvent influencer les différences dans les résultats. Mais je n'ai pas encore abordé le sujet de la race. L'idée qu'il y a des races plus intelligentes que d'autres repose en effet sur une différence à la base entre les races. Y a-t-il une validité scientifique à classer les gens selon la couleur de leur peau ? Je vais d'abord m'adresser à quelqu'un qui croit que c'est valable. Je suis à Minneapolis pour rencontrer un professeur de psychologie d'origine britannique, Philip Rushton. C'est l'un des rares intellectuels controversés qui n'hésite pas à dire qu'il y a une hiérarchie raciale en ce qui a trait à l'intelligence. Ses travaux ont été vivement condamnés par plusieurs psychologues et généticiens. Néanmoins, il est membre de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Je veux qu'il m'explique pourquoi, selon lui, il est probable que les gens qui lui ressemblent soient plus intelligents que les gens qui me ressemblent. Vous dites que la race va au-delà de la peau. Bien sûr. Que voulez-vous dire? L'ADN nous indique une classification raciale, tout comme la plupart des organes internes, comme les os par exemple.
Si vous trouvez un squelette enterré dans votre jardin, la police appellera un anthropologue qui sera en mesure de déterminer, à partir de l'os de la cuisse ou du crâne, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, quel âge il a et de quelle race il est, car il y a des différences de race. Si les anthropologues n'y arrivaient pas, cela voudrait dire que les races n'existent pas. Mais comme ils en sont capables, il faut en déduire que les races existent. Vous avez beaucoup écrit sur la différence de taille des bassins. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En moyenne, les femmes de l'Asie de l'Est ont un plus large bassin que les femmes européennes, qui, elles, ont un bassin plus large que les femmes noires. C'est probablement attribuable au fait que leurs bébés ont de plus gros cerveaux. Qu'en est-il de la taille du cerveau des hommes et des femmes? Y a-t-il une différence? Oui, il y en a une. Donc les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Les différences entre les cerveaux des hommes et des femmes sont liées à l'aptitude oculospatiale, alors que les différences entre les Noirs, les Blancs et les Asiatiques de l'Est sont liées à l'intelligence générale. C'est ce que nous croyons. Même si le cerveau des femmes est plus petit, elles sont aussi intelligentes que les hommes. Mais le fait que le cerveau des Noirs soit plus petit que le cerveau des Blancs les rend moins intelligents. C'est exact. En moyenne. L'intelligence est donc définie biologiquement. Défini est un terme un peu fort. Déterminée biologiquement? Oui, on naît avec un potentiel génétique qui donne la taille du cerveau. Alors, y a-t-il des gènes qui déterminent l'intelligence? Quels sont-ils? Nous ne connaissons pas les gènes précis, mais nous savons qu'ils sont cruciaux d'après des études génétiques du comportement. Pour qu'ils puissent c'est pas une insulte. Le mot race est dans la Constitution française. Le mot race... C'est pas une insulte, le mot race. Le mot race n'est pas une insulte. Le mot race est simplement un faux concept. On appelle ça un concept pseudo-scientifique. Maintenant qu'il y ait différents types d'humains... Merci. Vous avez remplacé race par le mot type. Même entre les Blancs, nous sommes de la même race, mais nous ne sommes pas pareils. Hein. Nous n'avons pas les mêmes gabarits, nous ne sommes pas du tout de la même, finalement, de la même étoffe.
Éric Zemmour, pour vous, la race, c'est quoi? C'est une question de couleur ou une question d'identité culturelle? Alors, comme je savais que vous me poseriez cette question, j'ai regardé dans le dictionnaire ce matin. Alors c'est très intéressant parce que le petit Robert fait une analyse et il y a plusieurs définitions. Et au mot race, on explique que ça vient du XVIe siècle, je crois, et on dit effectivement uniquement des caractères physiques, c'est-à-dire couleur de peau, les traits, enfin bon. Ce qu'on appelle dans un jargon pseudo-scientifique parfois des phénotypes. Exactement. C'est pas pseudo-scientifique, c'est scientifique. Bien sûr, ce sont des phénotypes, bien sûr. C'est pas alors terme scientifique, phénotype, on le retient. Bien sûr. Et dans le petit Robert, ils expliquent dans une deuxième que au XIXe siècle, donc c'est intéressant historiquement, on rajoute à cette définition-là physiologique des caractères culturels. Donc on voit bien qu'il y a une histoire, comme tous les mots évidemment, de ce mot race. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mot race se réfère à des subdivisions de l'espèce humaine. Ça me paraît une évidence. C'est-à-dire que l'espèce humaine, c'est tous les hommes, et les races humaines, c'est des subdivisions qui sont elles-mêmes subdivisées en sous-groupes et en sous-sous-groupes, etc., etc. Je ne vois pas ce qu'il y a de mirobolant à dire ça, ni de scandaleux, ni de raciste. I want to take a moment to share with you my number one rebuttal that absolutely corners and obliterates anti-racists and their delusional platitude that race is a social construct. It doesn't exist. Well, unfortunately, it does exist for you. And there's no escaping this undeniable objective reality. And that's how I'm using this argument. It's an argument not based on some article or book. It's objective, undeniable reality. Okay? Because we all see this. So I ask these people, I say, if you say race doesn't exist, then please explain to me, why is it that when you take, for example, an African-American couple, they only produce African-American children? Why is that if race doesn't exist? You could take two Caucasian people. They only produce Caucasian children. You could take two Asian people from China. They produce Asian children. Why? Why are they producing the same kind if race doesn't exist? Two Asian people should randomly produce a black baby, an African-American, an Eskimo, an Irishman. I mean, you can say ethnicity, whatever you want, but we all see it's undeniable, it's objective in our reality that when we see two people of the same group, they only produce offspring like themselves. And if race didn't exist, then they wouldn't be doing that. They would be producing any random type of person. See, my wife and I are both white. We're Caucasian. My baby is, guess what? Yes, you guessed it. White, Caucasian. He's not black. He's not Asian. Okay, he's not sub-Saharan African. He's white. He's Caucasian. So the question again is, why is it that when a group of people have children, they are just like them? They're not some other group at random. It's that simple. Again, simple. Group X only produces more of group X. Never group Y or group Z. Why is that if race doesn't exist? They can't answer this question. And they go to their little Scientific America and appeal to authority. But you don't need to appeal to authority. In this argument, you are appealing to undeniable objective reality, and they never answer this question because it absolutely destroys their narrative. Men jeg lurer litt på dette med disse IQ-testene også. Hva det egentlig sånne tester måler? En ting i hvert fall sikkert, IQ-tester kontroversielle. Hva IQ? Det veldig, altså IQ jo et målesett som gjerne tilpasset en type kultur også, da. Du tror ikke IQ måler en objektiv størrelse kalt intelligens på noen måte? Nei, ikke hvis ikke IQ-testene har endret seg dramatisk siden de IQ-testene jeg har sett. Fordi det klart at de favoriserer en type intellektuell tilnærming til verden og virkeligheten og en bestemt form for abstraksjon som veldig sterkt kulturelt betinget.
Yeah. Well, this person is saying, well, IQ tests only measure something which is related to a culture, and so you have to be a member of that culture. That's the general sorts of things she's implying. And to which the answer is, yeah, what other culture is there anymore? I mean, I said, let's suppose that this predicts that you're better at calculus, you're better at algebra, you're better at chemistry. But somebody in this other culture, they're better at what? Yeah. I said, no, there can be other things. Yeah. What if they were better at tracking? What if they were better at hunting? I can tell you, for example, that success as a hunter among hunter-gatherers doesn't seem to be correlated with IQ at all. Okay. But I can also tell you that that's not what we do anymore. The problem is the world today is essentially absorbed in Western culture. It's a world in which literacy matters. It's a world in which numbers matter. It's a world in which machines matter. Uansett hva IQ-tester egentlig måler, så måler den type evne som blitt viktigere enn den var før. I dagens samfunn har IQ-nivået ditt en sterk effekt på hvor mye utdannelse du tar og hvor mye du tjener. Derfor skapte det et voldsomt rabalder i USA da boken The Bell Curve ble utgitt i 1994, hvor man gikk gjennom IQ-en til ulike folkegrupper i USA. Jeg drar for å snakke med en av forfatterne av The Bell Curve, Charles Murray, som holder til i Washington. Charles Murray politisk konservativ, men likevel begeistret over valget av president Obama. I'm really proud to be an American. Yeah? I think that the idea that we have an African-American president is really, really cool. If you take a sample of East Asians and give them IQ tests, and a sample of American white people and give them IQ tests, and a sample of American blacks and give them IQ tests, will you get score differences? Yes, you will. Can't argue with that. That's just the way it is. What was the difference in test scores between the different ethnic groups? East Asians are on top. So if you say that the overall mean IQ is 100, then probably East Asians are somewhere around 103, 104 as their mean. Whites are at about 100. And blacks in the United States are at around 85. Dette ganske store gjennomsnittsforskjeller, og Murray forteller at IQ-forskjellene mellom svarte og hvite i USA har vært ganske stabile de siste 40-50 årene. Men hva skyldes så disse forskjellene? Det arv eller miljø? We don't know the extent to which these are environmental and the extent to which these are genetic. It's still being explored. We will know the proportions maybe 10, 15, 20 years from now, because the work on genetics is proceeding so fast that we're bound to find out what proportion is genetic and what proportion is environmental. Dette synes jeg faktisk ganske skummelt. For hva om disse forskjellene først og fremst skyldes genetikk? Murray derimot ikke så bekymret. Now, suppose tomorrow that we knew that the mean difference between blacks and whites was entirely genetic. Would that make Barack Obama any less smart? He is who he is. What you as an individual bring to the table defines you. And there is no reason for white people to treat Asian people differently or Asians to treat blacks differently because of a group difference in ability. Each individual is who he is. I agree that people will take the information that there's a genetic difference and run with it. But you know what? It's very important that we start to talk about this now. As somebody who's been dealing with this for many years now, and who thinks that probably there's some contribution of genes to this, I'm really not excited about that. And I think the appropriate response is not to be excited. But you can't get unexcited until you start to talk about it. And that's what people aren't willing to do. Jeg viser Charles Murray, kulturredaktør Knut Olav Åmås sin skepsis til at det kan være noen medfødte intelligensforskjeller. Jeg tror ikke man finner det. Jeg tror man har en enorm tro på betydningen av miljø og påvirkning. I don't think anyone will find such differences. You know,
We are sitting on the edge of a volcano. Neuroscience and genetics is progressing at an incredible rate. To talk about the environment as being the explanatory variable for all these differences now is just to stick our heads in the sand. And that gentleman looks young enough that he's going to be really disillusioned before his career is over. And my question of him is, how is he going to react?